La zone d'écoute. Le podcast de Médecins sans frontières. Je m'appelle Mohamed Yahia. Je suis soudanais, originaire du Djebel Moun, dans l'ouest du Darfour. Je suis réfugié au Tchad depuis 2004. Un jour, je revenais du marché avec mon grand-père, Abdallah. Notre village avait été attaqué par des Janjaouides venus en grand nombre. Ils avaient brûlé les maisons, frappé les femmes, tué les hommes et volé toutes les bêtes. À nous, ils nous ont pris 35 vaches et des moutons. Comme Mohamed, plus de 2 millions de Soudanais ont fui les attaques et les violences extrêmes pour trouver refuge au Tchad voisin ou à l'abord des grandes villes du Darfour, cette province de l'ouest du Soudan, où a éclaté en 2003 un conflit qui perdure jusqu'à aujourd'hui, 20 ans plus tard. La paix promise dès 2004 n'est toujours pas à l'ordre du jour. La justice non plus. Retour sur les premières années de ce conflit hors norme, il y a 20 ans, le Darfour, ni paix, ni justice. Comme beaucoup, moi-même, j'ai pas pensé que le Darfour pouvait devenir ce que très vite il est devenu, c'est-à-dire quelque chose de massif. Tout simplement parce que le Darfour, c'est l'ouest du Soudan, mais ça fait quand même partie du Soudan. C'est pas comme le Soudan du Sud, un endroit dont l'identité soudanaise est vraiment contestée par le centre du Soudan. Je suis Jérôme Tubiana et je suis conseiller au département des opérations de MSF, en particulier sur les questions de migration et de réfugiés. Et c'est aussi ce qui explique que les Darfouris, leur rébellion et leur revendication politique, même au-delà de la lutte armée, c'est pas une revendication de séparation comme le Soudan du Sud. Ce que les Darfouris voulaient, c'est être représentés pleinement à Khartoum, avoir un pouvoir et une part des ressources économiques qui correspondent à leur poids démographique, et donc voire même prendre le pouvoir. Donc c'était pas une rébellion qui voulait se séparer, qui voulait fuir d'un État existant, d'un État centralisé, mais au contraire qui voulait prendre place au centre et trouver sa vraie place au centre. En 2003, l'événement clé qui a marqué, si on peut dire, sa naissance officielle a été l'attaque d'un poste de police dans les montagnes du Djebel Mara au centre du Darfour, exactement il y a 20 ans, le 26 février 2003. Et puis en avril 2003, une attaque beaucoup plus spectaculaire de 2 mouvements rebelles alliés, puisqu'il y en avait déjà 2, ils se sont beaucoup divisés par la suite, sur l'aéroport d'El Fasher, la capitale régionale. Une attaque qui a vraiment surpris l'armée, puisqu'ils ont détruit des avions, fait prisonnier le chef d'état-major de l'aviation, un général, et donc une véritable humiliation pour l'armée soudanaise. Donc ça a été ça le début de la guerre. Du point de vue du gouvernement, ils étaient sous pression au sud, à l'est et à l'ouest. Ça s'améliorait au sud et à l'est. Il était hors de question de laisser le Darfour partir vers l'opposition. Il donnait l'impression de ne pas pouvoir se permettre que la rébellion gagne, quoi. Je m'appelle Jean-Hervé Bradol, je suis médecin. À l'époque, j'étais président de Médecins sans frontières en France. Et puis aujourd'hui, je suis directeur d'études au CRACH, le CRACH étant un petit centre de réflexion, d'analyse sur les pratiques et les savoirs humanitaires. L'administration soudanaise et le ministère des Affaires humanitaires, le HAC comme on l'appelait, donnaient des permis de voyager au compte-gouttes et c'était toute une bureaucratie. Donc on n'avait pas la permission de se rendre sur place. Donc on était un peu dans le brouillard et c'était dans un contexte global où le conflit principal, je dirais, historique du Sud-Soudan était en train de s'apaiser. Il y avait une ambiance relativement optimiste qui faisait écran au drame de l'Ouest soudanais. Ce gouvernement a été confronté à cette rébellion soudanaise du Sud, qui avait réussi à s'étendre dans d'autres régions de ce qu'on considère comme le nord du Soudan. Des régions largement musulmanes, et donc le gouvernement considérait que là, ça allait trop loin. Que autant on pouvait comprendre qu'il y ait une rébellion au sud, une région majoritairement chrétienne, autant il ne fallait pas que ça atteigne les populations musulmanes, voire arabes du nord du Soudan, qui devaient être considérées comme des affidés et qui devaient jouer un rôle de tampon avec le sud. Et donc il fallait éviter la contagion.
En divisant les communautés, on évitait que le Darfour tout entier se rebelle. On avait ce qui pouvait être vu comme une guerre entre communautés. Et puis avec une revendication qui était davantage locale que nationale. Il y a toujours eu les deux revendications au Darfour jusqu'aujourd'hui. Mais l'important pour le gouvernement, c'était de mettre l'accent sur les problèmes locaux, voire de les attiser, pour que les gens ne s'occupent pas trop du pouvoir à Khartoum. Et surtout pour qu'ils ne s'unissent pas. Parce que le Darfour uni, c'est une autre menace pour le pouvoir central. Et de fait, le gouvernement a réussi ce calcul. Comme la rébellion soudanaise du Sud revendiquait une identité non arabe, une identité, ils disaient eux-mêmes africaine, contre un pouvoir qui revendiquait une identité arabe, cette ligne de fracture s'est étendue au Darfour et a aggravé des divisions qui finalement étaient historiquement assez faibles entre les Arabes et les non-Arabes. Donc la rébellion a essentiellement recruté parmi les non-Arabes. Le gouvernement a réussi à empêcher pour l'essentiel qu'elle touche les communautés arabes et est parvenu à d'abord garder les communautés arabes du côté gouvernemental et surtout à en faire ses supplétifs. On se rendait compte que l'armée gouvernementale n'était pas vraiment appliquée dans les combats au quotidien. C'était délégué à des milices, les fameux Janjaweed, à cheval ou en chameau, quoi. Je m'appelle Ishaq Yacoub Yahia, j'ai 40 ans et je viens du Djebel Moun, dans l'ouest du Darfour. Les Janjaweed sont des éleveurs. Ils viennent s'installer dans les champs des cultivateurs qui les possèdent. Ils mettent leurs bêtes dans les champs et on ne peut plus rien dire. On ne peut pas chasser les animaux de nos champs. Certains d'entre eux sont à moto, d'autres à cheval, à chameau ou encore en voiture. Il y en a même qui montent des mitraillettes à l'arrière de leur véhicule. Et si tu oses te battre contre l'éleveur qui a mis ses bêtes dans ton champ, alors ils arrivent armés jusqu'aux dents et massacrent tout le monde. Les Janjaweed sont les éleveurs eux-mêmes, et ce sont eux qui sont responsables de toutes ces horreurs. Ce qui se passe au Darfour, c'est qu'il y avait un système foncier traditionnel, pré-colonial, qui était très élaboré. Ce système était, si on peut dire, plutôt défavorable pour les nomades, dont les Arabes, qui n'avaient pas historiquement de terre, et qui n'avaient pas vraiment besoin de terre en propre. Le système suffisait à garantir leur accès à l'eau et au pâturage dont ils avaient besoin. Ils ont de plus en plus ressenti le besoin d'avoir des terres en propre. Pas forcément pour des besoins d'accès aux ressources naturelles. C'est qu'une petite partie du problème. Mais plutôt parce que cet accès à la terre, il permettait aux autres communautés d'avoir une forte légitimité historique et politique sur la région. En parallèle, il y avait aussi un mouvement de sédentarisation des Arabes qui a été encouragé, des nomades en général, qui a été encouragé, comme dans beaucoup d'autres États. Parce que finalement, pour qu'une communauté nomade puisse bénéficier d'un même accès aux services de base, comme la santé, l'éducation, qu'une communauté sédentaire n'a souvent vu que la sédentarisation comme unique solution. Et du coup, il y avait effectivement, pour toutes ces raisons, cette quête de terre. Pour se procurer des terres, donc certains, y compris certaines communautés qui étaient pas tout à fait soudanaises ou originaires du Tchad ou transfrontalières, ont d'abord investi dans le politique, en devenant des alliés politiques du parti au pouvoir et du gouvernement, face à d'autres communautés non arabes qui historiquement étaient plutôt proches d'autres partis politiques. Mais très vite, il est apparu à certains dirigeants, en tout cas de ces communautés arabes, comme plus efficace d'utiliser la violence tout simplement et de prendre les terres physiquement. Donc de vider la population de ces terres et de prendre leur place. Et la réaction de la population, ça avait été de se regrouper sur des grands axes routiers, de former des camps de déplacés internes pour avoir un peu de visibilité, parce qu'ils n'avaient plus rien à manger. Ils se déplaçaient aussi en fonction de ce qu'ils percevaient comme possibilité de ravitaillement en termes de nourriture. Donc il y avait des grands camps de déplacés. Au total, ça a fait au moins 2 millions de personnes dans les 3 États du Darfour. On était très inquiets avec l'ampleur des déplacements de population, le fait que les réserves alimentaires avaient été détruites ou volées, qu'il y ait une famine dans cette région. On a fait des blanket feeding, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire des distributions alimentaires à tous les enfants pour éviter une famine et ou de graves problèmes de dénutrition chez les enfants au tout début de l'intervention. Et grâce à la fois au dynamisme du programme alimentaire mondial et à la relative flexibilité des autorités soudanaises en matière de permis de circuler octroyés,
on a réussi à contrôler la mortalité dans ces camps assez bien et assez rapidement. Ce qui fait le paradoxe de cette intervention au Darfour, c'est que sur le plan humanitaire, c'est une des interventions les plus réussies de cette époque-là, du point de vue sauvetage de populations en détresse, quoi. Par contre, sur le plan des tueries et des destructions, ça avait été très très loin. Par exemple, parmi les habitants du camp de Mornay, on avait fait une enquête de mortalité rétrospective avec Épicentre, c'était vraiment des épidémiologistes avec une méthodologie rigoureuse, etc., portant sur les habitants d'une centaine de villages, habitants qui s'étaient réfugiés dans ce camp de déplacés de Mornay. On avait trouvé qu'il manquait 5% de la population, principalement des hommes. C'est-à-dire une personne sur 20 avait disparu ou avait été tuée, et beaucoup avaient été tués. Principalement des hommes, hein, d'ailleurs. Donc il y avait eu vraiment une catastrophe. Donc ça a été une répression absolument massive. Ils se sont finalement, ces Janjaouides, assez peu battus contre la rébellion, mais contre les communautés non arabes accusées d'être systématiquement des rebelles. Des centaines, voire des milliers de villages, des communautés non arabes, systématiquement pris pour cible, détruits, brûlés, et les communautés déplacées. Donc très vite, au bout de la première année de conflit à huis clos, on avait déjà ce qui est ensuite resté la situation pendant les 20 années suivantes, à savoir une grosse partie de la population, entre un tiers et la moitié de la population du Darfour, déplacée, hors de ces villages détruits, hors de ces terres, essentiellement concentrés dans des gros camps de déplacés autour des grandes villes, là où ensuite l'essentiel des opérations humanitaires auront lieu, et leurs terres ou vidées ou occupées par les communautés arabes et leurs milices, qui avaient mené la répression, bien sûr avec le soutien aussi de l'armée régulière et avec toutes les ressources qu'elle peut avoir, notamment en termes d'armement, mais aussi en termes d'avions, qui participaient à cette politique de la terre brûlée avant les attaques terrestres, voire pendant les attaques terrestres, comme à la fois une couverture, un outil pour vider la terre en bombardant les habitations, les villages, etc. Je m'appelle Faiza Adam Ibrahim. Je suis originaire du sud du Darfour, de la région de Labado. Notre région a été attaquée le 17 décembre 2004. Les avions nous ont bombardés et les Janjaouides sont arrivés à cheval pour tout détruire. En tout, il y avait 50 000 habitants aux alentours. Ils ont tout détruit, tué, frappé, volé. Ils ont démoli les maisons et les bâtiments publics aussi. Beaucoup d'habitants sont morts. On a couru et on est parti. La vérité, c'est que ce sont les avions qui nous ont chassés. Ils bombardaient devant nous, derrière nous, au nord et à l'est. C'est une façon de faire la guerre. Ce que je veux dire par là, c'est que les militaires qui font ça, les gens au pouvoir qui font ça, ils ont la conviction que c'est une bonne technique pour gagner une guerre, commettre des massacres. C'est pas évident, parce que si on prend par exemple ceux qui ont commis le génocide contre les Rwandais Tutsis, ils ont perdu la guerre. Et assez souvent, ceux qui commettent des massacres particulièrement cruels perdent la guerre. Finalement, le régime de Khartoum, il est tombé, il a fini par tomber. Mais par contre, dans leur culture de travail, si on peut dire, les militaires et les miliciens pensent que commettre des massacres, ça permet d'arriver à des victoires. Cette stratégie en soi n'était pas une nouveauté pour le gouvernement soudanais, c'était déjà la stratégie qu'ils avaient mise en place au Soudan du Sud et dans les monts Nouba et au Nil Bleu. Mais ceci dit, le recours aux milices a été beaucoup plus massif et immédiat au Darfour, au point que ces milices arabes du Darfour ont fini par devenir une puissance équivalente à celle de l'armée. C'est le cas aujourd'hui, au point de menacer la prééminence de l'armée sur l'appareil sécuritaire et le pouvoir politique au Soudan. Qu'on l'appelle guerre civile, nettoyage ethnique ou génocide, ou rien de tout cela, la réalité sera la même. Il y a des gens au Darfour qui ont désespérément besoin de notre aide. Je m'attends, ou plutôt je sais déjà, que le gouvernement de Khartoum rejettera de toute façon que nous ayons conclu à un génocide.
D'autant plus que cette qualification de génocide est notre jugement et pas celui de la communauté internationale. Avant que le gouvernement du Soudan comparaisse à la barre d'une justice internationale, je me permets de faire remarquer qu'il y a un moyen très simple pour Khartoum d'éviter cette condamnation en bloc de la communauté internationale, et ce moyen, c'est d'agir. C'est ainsi que Colin Powell, alors secrétaire d'État du gouvernement américain, s'adressait le 9 septembre 2004 à la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain. Mais il y a eu notamment cette qualification de crime contre l'humanité par les Nations Unies, puis de génocide par les États-Unis, qui ont été ensuite reprises par d'autres, qui ont permis aux rebelles et aux victimes de se dire « nous sommes victimes d'un génocide ». C'est dans la coutume internationale, notamment américaine, une ligne rouge qui devrait provoquer une intervention militaire et qui discrédite complètement le régime. En même temps, tout ça n'allait pas de pair avec un processus en parallèle négocié qui diabolisait pas du tout le régime. Autour de ce débat sur génocide ou pas génocide, il y avait cet enjeu d'une intervention militaire. Nous, on ne pensait pas qu'une intervention militaire allait arranger les choses au Soudan, quoi. Parce que finalement, la grande leçon du Rwanda, une des grandes leçons du Rwanda, c'est le regret de ne pas être intervenu militairement pour sauver les Tutsis dans un petit pays où c'était possible, c'était faisable techniquement. Donc c'est plutôt cet enjeu-là qui est important, et au Soudan c'était totalement irréaliste. Toute cette intervention a été vue localement de tous les côtés comme une intervention occidentale. En réalité, même s'il n'y avait pas de coordination entre les différents types d'interventions, c'est-à-dire les différents types d'interventions, ça a été effectivement, avec un certain succès, une intervention humanitaire qui a été si massive en 2004-2005 qu'on l'a qualifiée d'opération militaire la plus massive depuis le plan Marshall en 1945. Il y a eu des tentatives de médiation qui durent encore et qui, elles, ont eu beaucoup moins de succès, en fait, et qui ont été largement déléguées à l'Union africaine. Il y a eu une tentative de maintien de la paix, avec des forces de maintien de la paix qui, elles aussi, ont été largement déléguées à l'Union africaine, là aussi avec assez peu de succès. Et il y a eu une intervention, on va dire, judiciaire et parajudiciaire, avec toute une série de mesures allant de sanctions, d'un système de sanctions onusien, jusqu'à une remise du dossier par le Conseil de sécurité de l'ONU à la Cour pénale internationale, qui est très rapidement, au bout de quelques années, a choisi de taper au plus haut niveau en lançant un mandat d'arrêt pour génocide contre Omar el-Béchir. Tout ça a fait que le gouvernement soudanais s'est senti menacé comme jamais. Fin 2004, ça commençait déjà à se refermer dans mon souvenir. Il y avait un espace qui a duré quelques mois, dans le fond l'été 2004 et l'automne 2004. Je pense que les Soudanais ont compris que les camps s'étaient stabilisés, donc ils pouvaient redurcir l'obtention des titres de voyage, des autorisations de travail, etc., sans qu'il y ait une catastrophe sanitaire dans les camps. Le gouvernement lui-même avait probablement assez rapidement fait un calcul, c'est que plus la volonté occidentale s'émoussait, plus il y avait des cartes à jouer pour affaiblir l'intervention. Et c'est ce que le gouvernement soudanais a globalement su très bien faire, en faisant des obstacles systématiques. L'espace humanitaire s'est de plus en plus réduit, jusqu'à aboutir à l'expulsion de 13 organisations du Darfour et du Soudan, dont 2 sections de MSF, France et Hollande. Les plus grosses ONG internationales ont été expulsées cette année-là, en 2009, donc après 5 ans d'une intervention, mais qui n'avait cessé de réduire en termes d'efficacité, d'accès aux lieux les plus cruciaux sur le terrain. Les mécanismes, on va dire, traditionnels, ou ce qu'on appelle les mécanismes de justice transitionnelle et qui ont beaucoup eu lieu dans des pays comme le Rwanda, ces processus n'ont pas pu vraiment avoir lieu. Le Darfour n'est pas un contexte où on a entendu des coupables présumés ou des coupables évidents demander pardon, individuellement ou collectivement, et raconter la vérité, comme on dit, puisqu'il s'agit de dire la vérité en échange d'un pardon. Globalement, il y a plutôt une omerta, un silence, un sentiment d'impunité qui dure, et un sentiment qu'il n'y a rien à gagner à dire la vérité et à reconnaître une culpabilité, mais qu'il faut plutôt faire la paix avec qui veut bien, comme si tout le monde était coupable et en oubliant le passé. C'était, il y a 20 ans, le Darfour, ni paix, ni justice, avec Jérôme Toubiana
anthropologue et conseiller aux opérations de Médecins sans frontières, Jean-Hervé Bradol, médecin et directeur d'études au CRACH, le centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, et les témoignages de Faiza, Ishak et Mohamed, recueillis dans l'Est du Tchad par Mohamed Hadnam. Un podcast produit par Médecins sans frontières et réalisé par Samantha Morin.